Aimables téléspectateurs de la FM Télévision, nous vous disons bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous nous retrouvons aujourd'hui le 29 décembre. De rien que 2 jours nous séparent de l'année 2026. Nous disons merci à Dieu qui nous a protégés durant toute l'année. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons encore une fois de plus pour le cadre de votre émission Grande Analyse. Je l'avais promis, les émissions que nous allons faire ces derniers temps seront des émissions bilan. Il faudra qu'on essaye de voir la gestion de la République depuis le 1er janvier 2025 jusqu'à ce jour. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faudra projeter dans l'avenir? Parce que la gestion de la République s'est fait au quotidien. Merci beaucoup. Sur ce plateau, nous allons parler de la situation sécuritaire, c'est-à-dire nous allons faire le bilan sur le volet sécuritaire. En dehors de ça, nous allons évoquer la justice, mais la gouvernance aussi. Comment se sont comportés les ministres sectoriels de la République démocratique du Congo. Donc, c'est un peu ce que nous allons essayer de voir au cours de cette émission. Nous recevons pour vous Monsieur Steve Kabasele. Il est cadre du parti Ligue de serviteurs de l'honorable Ntingi Mpululu. C'est un habitué de ce plateau. Avec lui, nous allons essayer de faire le bilan de l'année 2025. Je m'avais déjà lui dire bonjour. Bonjour cher Alain, merveille à vous. Merci pareil. Bonjour à tous les Congolais qui nous suivent en ce moment, particulièrement les serviteurs du parti Ligue des serviteurs. Merveille à l'honorable Ntingi Mpululu qui nous suit en ce moment, ou soit il va nous suivre peut-être en rediffusion. Merveille à tous les Congolais qui nous suivaient d'ailleurs depuis le mois de janvier jusqu'à ce jour, donc à 2 jours de l'année 2026. Merveille à tous ceux qui nous connaissent, donc amis, membres de famille, proches, pour ne pas citer leur nom, je leur souhaite le meilleur et je suis très heureux, n'est-ce pas, d'être encore une fois de plus votre invité de ce soir. Merci beaucoup. Nous commençons sur le volet sécuritaire. À ce jour, s'il faudra qu'on puisse faire une lecture sur la sécurité de la République démocratique du Congo, vous dites quoi? Bon, s'il faut faire une lecture, je peux dire que l'année 2025 était secouée par plusieurs événements, n'est-ce pas, surtout la partie est de la RDC. Il faudra pas oublier aussi le Grand Bandundu qui a été secoué par l'insécurité de Mobondo. Bien évidemment, je pense que le chef de l'État, ensemble avec son gouvernement, donc le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense, tous les services liés à la sécurité, ils étaient au four et au moulin pour essayer un peu d'apporter des solutions à tout ce que la population attend du gouvernement, c'est-à-dire vivre en paix, vivre en toute sécurité. Et je pense que c'est en 2025 que nous avons connu la chute des Saké, la chute des Goma, la chute de Bukavu, la chute de Uvira, comment on appelle ça, Kamanyola, et d'autres territoires que les M23 occupent illégalement jusqu'à ces jours. Et je pense que le président de la République a essayé un peu de faire son mieux en tant que garant de la nation. Il était au four et au moulin sur le plan diplomatique pour chercher un peu d'atténuer, n'est-ce pas, la situation ou la tension qui règne entre la RDC et le Rwanda. Et je pense que, pour dire en gros, le Congo était secoué et reste secoué par l'insécurité causée par l'ennemi de la RDC qui est le Rwanda. Une insécurité qui perdure dans le temps.
Le président de la République l'a hérité, cette insécurité dans l'Est, mais il a promis de trouver des solutions. Aujourd'hui, il y a Goma, Bukavu, qui est entre les mains de rebelles. Il y a Bunagana, il y a plusieurs territoires. Mais en 2025, c'est là où aussi nous avons vu le président de la République plus au front diplomatique pour nous ramener des solutions. Nous avons eu Luanda, le processus de Luanda, nous avons eu Nairobi. En fin de compte, on s'est retrouvé à Doha à Washington, mais jusqu'aujourd'hui, les tueries continuent. Est-ce que nous pouvons dire que la diplomatie en 2025 a échoué? Bon, d'emblée, je ne peux pas dire que la diplomatie a échoué pour la simple raison que vous savez tous que depuis la nuit du temps, que ce soit la communauté internationale, que ce soit d'autres États de l'Afrique ou de l'Union européenne, n'ont jamais cru, n'ont jamais accepté la présence ou l'agression de la RDC par le Rwanda. Donc, au cours de cette année, donc le front diplomatique dont vous faites allusion nous a permis, ou cela a permis à la communauté internationale, n'est-ce pas, à travers plusieurs accords qu'on a eu à signer, de comprendre que le Rwanda, c'est le Rwanda qui est l'agresseur de la RDC, particulièrement son président Paul Kagame, qui agresse la RDC, qui convoitise le minerai voilà, qui est en train de piller nos minéraux et les vendre à vil prix. Aujourd'hui, le Rwanda est le premier exportateur du coltan. À partir du moment où, aujourd'hui, à travers la diplomatie du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, et le ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwamba, les États-Unis a pu dire à haute voix que le Rwanda est l'agresseur de la RDC. Il y a plusieurs rapports des Nations Unies qui le disent. Et aujourd'hui, il y a une résolution 2808 effectivement qui donne l'option offensive. Tout à fait. Mais depuis si ce n'est pas le cas hier. Je vous prends juste au mot. Mais pourquoi avoir attendu tout ce temps alors qu'ils avaient cette prérogative de prendre cette option offensive? Je l'ai toujours dit que cette guerre que subit la RDC a la forme d'un serpent à 3 têtes. C'est-à-dire, voilà. Il y a, d'une part, la communauté internationale, c'est-à-dire ceux qui se prétendent être les tout-puissants sur le plan mondial, qui convoitisent nos minéraux, et ils pillent le minerai de la RDC à travers, n'est-ce pas, l'air poulain qui est le Rwanda, donc Paul Kagame, et d'autre part, il y a les multinationales, qui sont invisibles. Donc, ce sont des gens qui détiennent des capitaux, n'est-ce pas, sur le plan mondial, qui dépassent même les budgets des pays qui prétendent être pays développés. Donc, il y a des individus qu'on appelle les multinationales qui ont des capitaux plus que même les budgets de ces États-là. Qui fonctionnent en fonction en fonction de nos minéraux. Tout à fait, tout à fait. Il faut avoir quelqu'un qui peut les permettre, n'est-ce pas, de piller nos minéraux à l'est de la RDC. Donc, la personne choisie, c'est Paul Kagame. Aujourd'hui, il est publicité comme le premier exportateur de coltan, les coltans qui volent en RDC, les coltans qui pillent en RDC sur la sueur du sang des Congolais. Et je pense que grâce à la diplomatie du président de la République, aujourd'hui, le monde entier sait que l'agresseur de la RDC, c'est le Rwanda, c'est Paul Kagame qui est en train de tuer à l'Est. Et aujourd'hui, il y a des sanctions qui sont envisagés contre les Rwandais et contre son président, grâce au front diplomatique engagé par le président de la République et son gouvernement. Parlons de la résolution 2808 du Conseil de sécurité. Je vous ai posé la question, pourquoi avoir attendu tout ce temps alors que il y a plusieurs rapports qui ont défini l'agression rwandaise sur le sol congolais. Et entre autres, le plus grand rapport de tous, c'est les rapports mapping. Mais on a attendu tout ce temps. À son temps, Antonio Guterres a dit que le rebelle utilisait un armement dont la MONUSCO, un armement que la MONUSCO, il a parlé d'un armement sophistiqué, tout à fait, que la MONUSCO ne possédait même pas. Or, la vente des armes, nous connaissons comment est-ce que ça s'est fait. Mais à ce temps-là, les Nations Unies n'avaient pas pris cette résolution. Nous avons connu des forces armées qui sont venues ici pour nous combattre
aux côtés des FARDC, nous avons l'armée de la SADC, mais aujourd'hui, quand le Conseil de sécurité des Nations Unies se décide de prendre cette résolution, qu'est-ce que nous pouvons nous dire? Parce qu'il y a aussi la résolution 2773 qui est bafouée par le Rwanda. Que de résolutions pensez-vous que la solution viendra par cette résolution? Pour vous répondre d'abord concernant les retards de ces prises par rapport à cette résolution, je pense que la RDC se retrouve seule face à plusieurs puissances mondiales, y compris même le pays colonisateur de la RDC qui est la Belgique. La Belgique, okay. Il y a des rapports qui justifient que la Belgique a contribué, n'est-ce pas, pour que le Rwanda puisse agresser la RDC. Donc, c'est-à-dire, il y a des lobbying qui se fait sur le plan international, n'est-ce pas? Donc, plusieurs États puissants qui mettent des moyens, n'est-ce pas, pour combattre la RDC, et à chaque fois que la RDC faisait pression, c'est-à-dire, il se retrouvait en face des globalistes qui faisaient, n'est-ce pas, ombrage, n'est-ce pas, au lobbying fait par la RDC. Mais grâce à comment on appelle ça, grâce à la diplomatie du président de la République, il a réussi quand même, n'est-ce pas, à franchir, n'est-ce pas, ces murailles qui étaient placées par les globalistes, qui veulent à tout prix voir la RDC être balkanisée. Et je pense que dire que les solutions aux problèmes de la RDC, surtout sécuritaires, viendront de la résolution. Je pense que je ne peux pas dire oui ou non au même moment. Ma réponse peut être que ça peut être une partie des solutions. Ok. Ça peut être une partie des solutions si et seulement si il y a la transparence, si et seulement si il y aura, n'est-ce pas, la bonne foi de la communauté internationale, s'il y aura la bonne foi des Nations Unies. Mais aussi, il faudra que nous-mêmes les Congolais, nous puissions d'abord prendre conscience de la situation actuelle de notre pays. C'est-à-dire, mettre les moyens. Il y a comment on appelle ça, il y a une loi, la loi des programmations militaires, qui prévoit, n'est-ce pas, le moyen pour notre armée, qui prévoit, les équipements, comment doter nos services de sécurité. En gros, le système de la défense en RDC. C'est-à-dire, on doit équiper nos militaires. On doit équiper nos militaires avec des équipements de pointe. Vous avez dit, Antonio Guterres avait dit à son temps que les Rwandais avaient les équipements militaires que la MONUSCO n'avait pas. D'où proviennent tous ces équipements? C'est de l'OTAN. C'est les États-Unis, c'est les Qatar, c'est la Belgique. Les États-Unis, mais qui est médiateur aujourd'hui? Mais aujourd'hui, dans cette crise. Mais la crise ne commence pas aujourd'hui. Il a fallu qu'il y ait la pression diplomatique de la part du gouvernement congolais, de manière à ce que les États-Unis prennent conscience, prennent part de la situation qui se passe à l'est de la RDC. Et je pense que c'est très important que nous, Congolais, de se mettre debout, ensemble comme un seul homme plutôt, savoir que, oui, la communauté internationale peut nous appuyer, mais les solutions viendront de nous-mêmes Congolais. Si et seulement si nous prendrons conscience un jour. Si nous prendrons conscience un jour, il y a quelques jours, le porte-parole de forces armées a tenu une sortie médiatique. On a évoqué le retrait de rebelles du M23 au Vira, mais qui reste sans soubassement parce que, à en croire certaines sources, qui sont dans la périphérie de Vira, ils ont seulement libéré le centre-ville. Alors, même si ils sont partis d'Uvira, moi j'ai une question qui me taraude la tête, c'est celle de savoir, ces mêmes rebelles sont à Bunagana, ces mêmes rebelles sont à Bukavu, ces mêmes rebelles sont à Goma. Pourquoi seulement cette pression aux rebelles de quitter Uvira alors que il y a de ces cités, il y a de ces villes, il y a de ces territoires congolais qui restent encore sous l'emprise de ces rebelles. Et je pense que l'accord de Washington prévoit le désengagement total du Rwanda à la partie est de la RDC. C'est-à-dire, quand on parle de la partie est, on voit Bunagana, on voit Rubaya, on voit Sake, Rutshuru. Donc, bref,
c'est prévu que le Rwanda puisse sortir du sol congolais. Donc, partout où les Rwandais, mais comment cela les militaires rwandais sont. Donc, je pense que aujourd'hui, peut-être le Rwanda est en train de faire tête parce qu'il est soutenu. Je vous ai parlé des globalistes. Il est soutenu. Donc, c'est-à-dire, il y a la Maison-Blanche qui fait pression sur lui, mais, vous savez, d'ailleurs, pour prendre part à la signature de cet accord, donc il a fallu que les États-Unis tombent sur Kagame pour que Kagame prenne son avion pour prendre part aux assises de Washington. Alors, je pense que il y a les globalistes qui les soutiennent, les multinationales qui les poussent, n'est-ce pas, à s'entêter face aux États-Unis, mais nous savons tous ce qui s'est passé en Angola avec Savimbi. Savimbi qui était un élément, un pion des États-Unis d'Amérique, et lorsque les États-Unis s'est décidé, n'est-ce pas, de se désolidariser avec Savimbi, et vous savez la suite. Et aujourd'hui, Kagame peut faire tête aux États-Unis, mais je vous assure, si les États-Unis est sincère sur ce qu'il est en train de faire avec la politique étrangère de Donald Trump, et je vous assure que 2026, Monsieur Kagame risquera de ne pas peut-être arriver au mois de juin. Il pourra peut-être être délogé de son siège présidentiel, soit être éliminé physiquement. Ça, je vous assure. C'est comme ça que les États-Unis fonctionnent. Vous savez, Mobutu était un bon élève de la communauté, des Occidentaux. Ici en Afrique, à la sous-région en Afrique centrale. Mais lorsque les États-Unis s'est décidé, n'est-ce pas, de se désolidariser avec Mobutu, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite avec Mouzé. Donc, c'est-à-dire, il est en train de s'entêter parce qu'il est soutenu par le multinational qui pille nos minéraux via le Rwanda. Il y a aussi les Qatar qu'il faut pas oublier. Il y a la France. D'ailleurs, vous savez, la France avait demandé qu'il puisse, n'est-ce pas, envoyer un contingent à la partie est pour essayer un peu de ramener la paix. Les États-Unis s'est dit non. Et les États-Unis est dans la logique, n'est-ce pas, d'aller jusqu'au bout pour retrouver la paix à la partie est de la RDC. Mais cela ne peut pas nous endormir, nous Congolais, dire que, bon, voilà, il y a les États-Unis qui vont se battre à notre place. Non, les États-Unis ne vont pas se battre à notre place. C'est à nous d'abord les Congolais, d'en profiter avec la situation actuelle, d'acquérir, n'est-ce pas, les équipements militaires aériens, terrestres, et puis, pourquoi pas maritimes, doter nos militaires, n'est-ce pas, avec les moyens conséquents pour faire face à cette guerre. Et je pense que si le Rwanda n'a plus le soutien de ceux qui les approvisionne, n'est-ce pas, militairement, je ne pense pas que le Rwanda pourra tenir si le Congo a consciemment, comment dirais-je, la gravité de la situation sécuritaire de l'Est. C'est-à-dire, on se met pour se battre. Il faut pas toujours dire que non, bon, voilà, il y a les Ouazalendo qui se battent. Non, il y a une armée au Congo qui est les forces armées de la République démocratique du Congo. Nous avons les services de sécurité militaire, nous avons les services de sécurité civile qui doivent se mettre au travail avec les moyens que l'État va mettre à leur disposition pour que nous puissions gagner cette guerre. Et je pense que si nous mettons les moyens, la conscience, nous allons remporter cette guerre. Nous commençons une nouvelle année dans 2 jours, dans 3 jours, parce que aujourd'hui nous sommes le 29, au moment où nous faisons cette émission. L'année à venir, qu'est-ce que nous devons projeter pour l'année à venir sur le volet sécuritaire? Parce que nous avons fait ce que la République a fait, ce qu'elle devait faire sur le volet diplomatique. Aujourd'hui, nous savons que nous avons des territoires qui restent encore sous l'emprise de rebelles, sur le plan interne. Certains opposants pensent que pour trouver la solution à cette crise sécuritaire de l'Est, il faille qu'on se mette autour d'une table. Vous, en tant que cadre d'un parti politique, dans votre parti ou vous-même personnellement, qu'est-ce que vous entrevoyez, qu'est-ce que vous pensez sur la sécurité de la RDC pour l'année 2026? Bon, je pense là, vous pensez, comment vous évoquez la question des dialogues plutôt. Effectivement, certains pensent que pour qu'on trouve cette paix, il faille qu'on se mette... La question qu'il faut savoir, on va dialoguer avec qui? C'est ça la grande question. Qui agresse la RDC?
qui crée l'insécurité à la partie est de la RDC? Est-ce que c'est le président Martin Fayulu? Est-ce que c'est le président Jean-Marc Aboud? Est-ce que, je ne sais pas moi, c'est le président Moïse Katumbi? Non, il faut d'abord commencer par cibler qui sont les vrais interlocuteurs sur la question de l'Est. Parce que le chef de l'État, j'ai toujours été pour le dialogue. Même le parti Ligue des serviteurs, c'est un parti qui prône les dialogues. Nous sommes prêts pour les dialogues, pas un dialogue à n'importe quel prix. D'ailleurs, je l'ai toujours dit que nous prévoyons un département psychologique où il y a une direction de paix et réconciliation. C'est-à-dire, il faut mettre à tout moment les Congolais sur la table pour parler sur les questions qui rongent la République. Certains opposants pensent que vous tentez à prendre des décisions. Bon, quand je dis vous, je parle du gouvernement et de l'Union sacrée. Tentent à prendre des décisions sur la République seule. Vous avez vu ce qu'il y a eu comme tollé sur l'accord de Washington. Certains ont dit, je vais le dire à Lingala, Tshisekedi a été Kamboka, et certains ont parlé de bradage de minéraux. Alors, est-ce que ce n'est pas le moment que les fils et filles de la République démocratique du Congo essaient un peu de se mettre autour d'une table, que ceux qui sont en dehors de la gestion de la chose publique essayent aussi d'apporter leur façon de voir les choses pour la fin de la guerre? Moi, je pense que s'il faut dire que nous prenons des décisions seules, donc vous parlez du gouvernement. Du gouvernement. Mais je pense que d'après la Constitution, l'institution habilitée à gérer la République, c'est le gouvernement. Il y a un Premier ministre qui gère au quotidien la République. Le président de la République donne l'impulsion. Vous êtes d'accord avec moi? Et je ne sais pas nulle part dans la Constitution où on dit que pour gérer la République, il faut prendre des décisions avec ceux de l'opposition. Je ne pense pas. Donc, je suis pour les dialogues. Je l'ai dit que je suis pour les dialogues, mais il faut commencer par identifier les interlocuteurs. Qui sont les vrais interlocuteurs? Qui agressent la RDC? Il y a les Rwandais qui utilisent les M23 AFC, donc il y a Nanga, il y a avec le FC, on parle déjà de bien que jusque-là, il n'y a pas encore. Mais nous sommes dans les cadres du dialogue. Mais voyez-vous, si aujourd'hui le président de la République convoque les dialogues, Moïse Katumbi vient, il y a Fayulu qui vient, et puis la guerre prend fin. Vous le pensez? Mais prenez aussi, la logique c'est que ils veulent aussi qu'ils émettent un qui soit pris en compte par le gouvernement. Bon, c'est aussi ça, alors. Je ne suis pas contre cela. Je ne suis pas contre cela. Ceux qui pensent qu'il faut se mettre sur la table, je ne suis pas contre cela. Mais il ne faut pas chercher à aveugler la population. Nous savons tous que, au Congo, ce n'est pas pour la première fois que les Congolais vont se parler sur la table. Mais au finish, quelle sera la part de la population? Il y aura partage du pouvoir, donc il y aura ceux qui viendront avec leur cahier des charges. Bon, voilà, nous aurons besoin de tel poste ministériel, il faudra nous donner tel poste, il faudra nous donner ça, mandataire, ainsi de suite. Et au finish, quelle sera la part de la population? Je suis pour le dialogue. S'il faudra parler sur les réformes de la défense, les réformes sur l'économie, les réformes sur la justice de la RDC, je suis tout à fait d'accord de parler sur la table avec tous les Congolais. Et je pense que il y a des divergences politiques qui nous divisent, mais on n'est pas ennemis. Effectivement. On n'est pas ennemis. Ils ont quand même un point de vue à mettre. Tout à fait. Alors. Tout à fait. Mais essayez aussi de prendre en compte. Ils les font tous les jours. Je pense que le président de la République avait, n'est-ce pas, lorsqu'il avait reçu les clergés de l'Église catholique, il les avait envoyés, n'est-ce pas, en commission avec les autres des églises des réveils, je sais pas où ils en sont maintenant avec ça. Mais le moment venu, si ça sera possible que le président de la République convoque les dialogues, il va le faire en tant que garant des institutions de la République, et je ne vois pas d'inconvénient. Mais ce qu'il faut savoir, nous irons au dialogue pour parler de quoi? Quels seront les termes de référence? Quel sera le cadre de ces dialogues? Quel sera le point final de ces dialogues? Est-ce que ça sera pour mettre fin à l'insécurité, point barre, ou ça sera pour partager les postes? Et lorsque on est en train d'envisager le dialogue, où on considère certains comme étant
comment on appelle ça, l'opposition non armée, non, pas opposition non armée, c'est-à-dire la taille des acteurs politiques, ils sont majeurs, les autres sont minimes. Vous avez vu, lorsque la CENCO consultait les acteurs politiques, ils ont consulté ceux qui considèrent comme étant les acteurs politiques des tailles, et les autres sont négligés. Et vous voyez déjà, lorsqu'il y a la discrimination, dès le départ, dans cette démarche, allez-y comprendre la suite. Ceux qui seront frustrés prendront encore des armes. Alors, que faire en cette nouvelle année qui commence pour projeter la sécurité de la République démocratique du Congo, avant qu'on puisse entrer dans le bilan de la justice? Et je pense que pour mettre fin à l'insécurité à l'Est, il faut, n'est-ce pas, miser sur notre armée. Il faut miser sur notre armée, mettre les moyens, rajeunir notre armée, former les unités spéciales qui peuvent faire face à toute éventualité, que ce soit maritime, terrestre, aérienne. Et dans les temps, quand j'étais encore trop petit, je me rappelle, j'allais chez ma tante vers Efobank, je voyais, comment on appelait ça, les parachutistes. Les paracommandants. Les paracommandants. Mais c'est ce qui n'existe plus aujourd'hui. Effectivement. Qu'est-ce qui manque que la RDC puisse former aussi les paracommandants? Aujourd'hui, tous ces espaces verts à Kinshasa sont vendus. Ils vont aller s'entraîner. C'est ça aussi le problème. C'est ça aussi le problème. L'État a les pouvoirs conformément à la loi Bakandeja qui dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Moi, je sais que je grandissais en province. On avait un jour, il y avait, je crois que même en province, lorsque vous parlez, il y avait au central, il y a des espaces verts. C'est ce que je dis. Ils peuvent s'entraîner. Moi, je sais, quand on grandissait, il y avait un jour spécial pour le camp militaire qui se trouve à Mbadzangung, où il y a les colonels Ebeya et puis et Fatebel. Il y avait, je crois, c'était chaque mercredi ou chaque samedi, ils faisaient la ronde. Nous, on voyait ces hélicoptères venir jusqu'à Luka. Donc, ça prouvait à ces que la République voulait faire voir, même à son peuple, que ce Bitumbeye était capable de rebondir. Mais est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons encore nous bomber les torses, disant que ce Bitumbamo est armé na biso c'est ça le problème. Est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Ce n'est pas pour rien que les États sont dotés des armées. Nous avons une armée pour protéger toutes nos frontières. Alors que nous sommes 8e en Afrique aujourd'hui. Comment est-ce qu'on n'arrive pas à terminer cette guerre? Il y a aussi cette question de l'infiltration qui pose problème. Avec tout ce qu'on a connu, brassage, mixage, ainsi de suite. Et je pense que il y a des secrets de la défense qu'on ne peut pas peut-être étaler ici sur le média, mais je crois que le président de la République, ensemble avec le ministère de la Défense, le chef d'état-major général et toutes comment on appelle ça, bon, il y a des termes militaires là qui m'échappent, ils doivent travailler. Je pense qu'ils travaillent pour ça. Et d'ailleurs, il y a l'embargo qui pesait sur nous, qu'on a déjà levé. Donc, on a la possibilité, n'est-ce pas, d'acheter les armes comme le Rwanda le fait. Certainement, nous savons que c'est l'Union européenne qui donne les armes au Rwanda. On peut aller acheter à Serbie, on peut aller acheter au Kiba, on peut aller acheter. Donc, même aux États-Unis, on peut aller acheter aujourd'hui. C'est-à-dire, il y a l'amitié. Vous avez suivi l'interview de Trump lorsqu'il était avec Zelensky. Il a parlé de la RDC, c'est-à-dire, il considère la RDC comme étant un pays ami, certainement en relation internationale. Les amitiés n'existent pas, ce sont les intérêts qui existent. Nous pouvons en profiter avec ce que nous avons comme potentialité en ressources minières pour acquérir les armes, acquérir les avions de guerre. C'est-à-dire que le Rwanda et d'autres pays voisins sentent que si vous osez avec la RDC qui a, n'est-ce pas, basculer la situation au Tchad, la RDC qui a dans les temps on a parlé de la force publique qui a chassé les Allemands ici à la partie Rwanda, Ouganda et ainsi de suite pendant l'époque coloniale. Et c'est cette force-là, on peut aussi essayer un peu de se remettre certainement depuis déjà à la fin du régime du maréchal Mobutu, il y avait déjà la situation qui était vraiment un peu critique entre le premier ministre qui était civil et les militaires, et la situation s'est dégradée déjà depuis longtemps. À l'arrivée de la FDL, on nous a amené des gens qui n'étaient pas des militaires, ils sont venus aujourd'hui. Donc la situation est un peu
critiques, mais je pense que ils ne sont pas dans l'impossibilité de corriger et de faire mieux pour faire face à toute éventualité. Donc, nous sommes au milieu de 9 voisins. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Demain, ça sera le Centrafrique. Demain, ça sera, comment on appelle ça? L'Angola, ça sera l'Angola, Brazzaville. Donc, c'est-à-dire, nous devons avoir une armée forte et je pense que le président de la République travaille dans cette logique-là ensemble avec son gouvernement. Voilà. Sur le volet justice, le président de la République a beaucoup décrié la justice de la République démocratique du Congo. Je me rappelle encore une fois, il avait dit, si son mandat sera entaché d'une tache d'huile, ça sera dans ces volets justice. Aujourd'hui, Mutamba est venu avec une logique des États généraux qui a été très mal compris. Aujourd'hui, il se retrouve là où il se retrouve. Je posais la question à plusieurs de mes invités ici de savoir qu'est-ce qui se passe réellement. Quand vous êtes avec des avocats, ils vous disent que le magistrat, quand vous, je le dis à Lingala, quand vous êtes avec les magistrats, les juges, vous disent, avocat le corso, client et cette guerre-là, qui en pâtit, ce sont ces clients-là, c'est que eux ils appellent clients, mais qui est la population. Donc c'est cette population-là qui souffre. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cette justice? Aujourd'hui, nous avons une justice de 2 poids 2 mesures. En bon côté, tu n'as pas une justice rendue à ta faveur. Tu as l'argent, que tu aies tort ou pas, que tu aies tort ou raison, la justice est rendue en ta faveur. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Voyons d'abord seulement l'année 2025. Je pense que vous avez parlé des Constant Mutamba qui a été condamné, je ne dirais pas injustement ou justement. Ici, je constate qu'il a été condamné. Oui. Je pense qu'il avait lancé les états généraux. Oui. Nous sommes tous conscients que notre justice est malade. Certainement, quand vous allez dans la même justice, vous trouverez qu'il y a des magistrats qui sont dans la droiture. Ok? Donc, comme on le dit, Mouyagamora finit ça, donc, on parle des magistrats, Parce qu'en son temps, Alexis Tambomama j'avais parlé des 3 V, voiture, villa, veste. Donc, c'est-à-dire, quand on est là, on regarde. C'est que le mal est profond. Tambomama est parti il y a longtemps, mais les arrêts de justice sont rendus sur les têtes des gens. On regarde, ces messieurs, il roule carrosse, il a l'argent, et puis il faudra rendre justice à sa faveur. Parce que derrière lui, nous aurons peut-être quelque chose. De la part. Ici, il faut savoir que la responsabilité est partagée. Les gouvernements, ça part des responsabilités. Et les corps de la justice ont aussi leur part des responsabilités. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que si aujourd'hui, les gouvernements arrivaient à rassurer, n'est-ce pas, la vie sociale de ces magistrats, donc, vous êtes mieux payé, vous n'avez pas l'intérêt d'aller, n'est-ce pas, rendre de mauvais arrêts, parce que vous avez besoin d'avoir X, Y ou quoi, que je ne sais pas moi. Donc, à ce jour, ils sont maltraités financièrement. Bon, d'après leur dire, s'ils disent toujours que ils sont mal payés, peut-être en retard, ainsi de suite, mais ce n'est pas ça le problème. Et c'est qu'ils doivent savoir que le Congo a beaucoup de problèmes. Le Congo a beaucoup de problèmes et on a toujours dit que c'est la justice qui élève une nation. Le président de la République l'a décrié, nous tous, nous le faisons tous les jours, mais ce qui est important ici, c'est que ces magistrats prennent conscience que nous avons que ces Congos. Vous allez acheter les villas, vous allez acheter les véhicules, vous aurez des vestes, après-demain, vous aurez 80 ans, 90 ans, et puis vous allez partir. Qu'est-ce que vous allez écrire comme histoire? Effectivement. C'est ça la conscience. Donc, est-ce que ce que je suis en train de faire, ça m'arrange quand il rentre chez lui à la maison, j'ai rendu justice à celui qui n'a pas raison. Je lui ai donné raison. Est-ce qu'ils sont vraiment, n'est-ce pas, conscients? Vous êtes assis dans votre salon, confortablement avec votre femme et vos enfants. Voilà, tout simplement parce que j'avais besoin d'argent. Donc je pense que
c'est une question de la conscience. Et il faudra que nous tous, dans tous les secteurs d'ailleurs, il n'y a pas que la justice, dans tous les secteurs d'ailleurs, donc on a un problème de conscience. Quelqu'un qui détourne l'argent, il vient, on l'arrête. 2 mois, il est liberté provisoire. Il ne remet pas cet argent-là. Plusieurs avocats nous ont dit la liberté provisoire est conditionnée par les moyens du client. Non, ça devient comme comment on appelle ça, ça devient comme une façon de rançonner, hein, de rançonner. Donc avant de oser la peine, est-ce que mon temps a détourné tingana qui nous kangaye. Donc tout simplement parce que lorsqu'il va détourner, il va l'arrêter. 2 mois, il va lui l'accorder comment la liberté provisoire et puis tout à fait. Et demain, il achète des jeeps, il achète des maisons, et ainsi de suite. Et faites un tour. Regardez toutes ces maisons qu'on est en train de construire. On vous dira, oh, ndaku ya magistrat, oh, ndaku ya avocat, oh, ndaku ya nani. Donc, d'où provient tout cet argent-là? Pendant que la population est en train de croupir dans la misère. Donc, c'est un problème de conscience. Nous devons prendre conscience dans tous les niveaux. Et c'est pendant ces moments-là que vous verrez le Congo se décoller. Parce que si nous aurons toujours le magistrat pareil, ceux qui viennent d'arriver, ils vont hériter les mêmes comportements. Mais effectivement, quand tu as un maître qui a une ligne de conduite. C'est pourquoi il faudra qu'il y ait, je ne sais pas moi comment je peux appeler ça, une institution, n'est-ce pas, des suivis et des contrôles sur tout ce que font les magistrats et les avocats. Donc, quand vous tombez dans des papiers, on vous arrête. On vous arrête, que vous soyez magistrat, que vous soyez avocat. Et c'est par cette voie que certains auront peur de faire du mal aux gens. Mais je ne dis pas que tous les magistrats sont dans les mêmes sacs. On ne dit pas que tous. Il y a des bons magistrats, effectivement, qui font la fierté de la justice de la RDC. Il y a des bons avocats. En tout cas, ils sont là. Ils sont là. Mais il y a certains, depuis qu'il est né, n'a pas combo à 10 000 $. Il se retrouve en face d'un dossier, on lui propose un 10 000 $, quelle que soit la finalité, il accepte. Il accepte. Donc, tout simplement parce que on a placé devant nous les intérêts personnels. Effectivement. Et non les intérêts collectifs. Nous devons, n'est-ce pas, changer nos mentalités. Et je pense qu'il y a une institution qu'on avait créée relative au changement des mentalités. Je ne sais même pas si ça continue à fonctionner. Il faut qu'on lance des campagnes, des campagnes, sensibiliser et les magistrats, et les avocats, les procureurs, les clients, comme vous les appelez, les clients, que tout le monde sache. Il faut qu'il y ait aussi des comment on appelle ça, les maisons de consultation judiciaire. C'est-à-dire que les clients, avant d'affronter la justice, qu'il aille là-bas, prendre au moins conseil, voilà. Le basique. Tout à fait. Voilà, face à tel fait, voilà comment est-ce que vous devez vous comporter. Vous devez avoir soit un défenseur de la justice, avoir un avocat. Allez, donc, c'est-à-dire, on doit avoir ça peut-être dans toutes les communes de la ville de Kinshasa, pourquoi pas à l'intérieur du pays, pour permettre, n'est-ce pas, à tous les Congolais d'avoir au moins le minimum de connaissances sur les questions judiciaires dans notre pays. Voilà, nous avançons, nous sommes pratiquement à la fin, il nous reste, je vois, 5 ou 6 minutes, mais nous allons aborder la gouvernance de l'année 2025. Comment est-ce que vous avez jugé la gestion de la République du 1er janvier à ce jour par Madame Judith Soumino? Nous avons commencé 2025 avec Soumino 1 qui s'est arrêté à mi-parcours pour que nous ayons Soumino 2. Et qu'est-ce que vous pouvez dire comparativement à Soumino 1 qui s'est arrêté à Soumino 2? Qu'est-ce que vous avez quand même pu voir? S'il faut parler de ce gouvernement et la gouvernance, je peux dire tout simplement que nous sommes en face d'un gouvernement budgétivore qui ne produit absolument rien. J'ai dit absolument rien. À l'instar de quelques ministres que je peux jeter de fleurs.
Par exemple, le ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Kaikwama, qui a prouvé à la face du monde en tant que femme que la RDC, la voix de la RDC peut être entendue, n'est-ce pas, à l'espace international. Voilà. Certainement, ce qui doit être fait n'est pas encore en totalité, mais nous voyons les effets aujourd'hui, grâce à cette dame. Il y a le ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui est en train de c'est vraiment ce qu'il avait initié comme des réformes. Avec lui, c'est vraiment un coup de chapeau. Avant les fêtes, d'ailleurs, j'ai fait les tours dans différents ministères. Je suis en train de voir les histoires que je n'ai jamais vues. Ça, on doit se les dire. J'ai un petit frère qui travaille Nous connaissons dans ces pays comment est-ce que le fonctionnaire s'est partagé un poulet, 2 personnes. Mais aujourd'hui, j'ai vu dans plusieurs ministères que j'ai passé, j'ai eu à peut-être à côtoyer, où tous les fonctionnaires ont soit des sacs de riz ou un carton de poulet ou un sac de riz. C'est grâce à ces messieurs Liaou Jean-Pierre. Il y a aussi le ministre des Finances, Doudou Fouamba, qui est en train, à travers ses réformes... Mais qui a critiqué la paye écoutez, la paye de décembre. Un bon financier... A fait couler encore salive. Un bon financier est toujours critiqué. Je parle en conséquence des causes. Les fonctionnaires ont dû passer la fête de nativité sans être payés, alors que le chef de l'État avait tapé du poing sur la table. Je peux vous assurer que un bon financier, c'est celui qui est critiqué. Quand vous voyez un bon financier, ce n'est pas un bon financier. Moi, je parle dans l'optique de renflouer les caisses de l'État. Oui, mais quand ce sont ces fonctionnaires qui travaillent, il faut savoir pour payer les fonctionnaires. Je ne suis pas contre le paiement des fonctionnaires, et je ne sais pas vraiment trop bien les raisons qui ont fait que les fonctionnaires ne soient pas payés à temps. Mais ici, je constate que c'est quelqu'un qui est en train d'œuvrer de manière à ce que les caisses de l'État... Effectivement, dans cette logique-là de renflouer les caisses de l'État, personne ne peut l'envoyer. Donc, je ne suis pas contre, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a un couac dans la commission de suivi des payes des fonctionnaires de l'État? Ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre à cette question parce que je n'ai pas des éléments liés à cette question. Donc, je parle des prouesses de la personne, de Fouamba. Et en dehors de lui, il y a aussi le ministre de la Défense. Certainement, les résultats ne sont pas vraiment probants, escomptés, mais c'est quelqu'un qui est en train de se battre, n'est-ce pas? De se battre pour que les Congolais vivent en toute sécurité plutôt. Donc, ce sont là, je ne sais pas s'il y a d'autres ministres, il y a aussi les ministres de l'Intérieur qu'on ne peut pas oublier. Bon, il y a aussi les ministres de sport. Aujourd'hui, la RDC est à la porte, n'est-ce pas, de la mondiale, de la Coupe du Monde, après, je ne sais pas, autant d'années. Et si on s'est qualifié aujourd'hui, on a toujours entendu dans l'histoire que le Congo a participé à des reprises à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous aurons à vivre ça grâce à la politique de l'actuel ministre de sport, il s'appelle encore comment? Didier Boudimbu, que je félicite. D'ailleurs, sous l'impulsion du président de la République. Alors, qu'est-ce que nous au-delà de ce qui reste, je ne sais pas, je connais même pas leur nom. Qu'est-ce que nous devons, parce que nous sommes arrivés à la fin, qu'est-ce que nous devons projeter dans l'avenir pour la gouvernance de la chose publique? Déjà l'avenir, c'est-à-dire 2026 qui est à notre porte. Je pense que vous terminez, vous donnez aussi votre mot de la fin. Je pense que ce que le président de la République doit faire, penser au remaniement de ce gouvernement. Okay. Réduire la taille de ce gouvernement. Ok. Je ne vois pas pourquoi avoir un gouvernement de 55 membres pour plaire aux partis politiques, non. On peut avoir un gouvernement de 30 ministres et produire des bons résultats. Sur le plan de la défense, que le président de la République pense un peu plutôt à l'appareil sécuritaire à la partie est de la RDC. On peut mettre, n'est-ce pas, ceux qui gèrent, comment on appelle ça, les zones de défense, tout ça, les non-ressortissants de l'Est. Nous savons tous que quand il s'agit de la guerre, ce sont les Bangala. Confier la partie Est aux Bangala.
confier l'armée au Bangala. Quand il s'agit de la gestion, ce sont des Bakongo. Aujourd'hui, vous avez vu les prouesses avec le ministre de l'économie, le gouverneur de la Banque centrale. Donc, c'est ça, depuis l'époque coloniale. Quand il s'agit de la gestion, ce sont les Bakongo. Quand il s'agit de l'armée, ce sont des Bangala. Que le président de la République pense un peu sur cette question, c'est-à-dire confier la partie est, n'est-ce pas, je parle de l'armée, qu'il confie la gestion de l'armée de la partie est de la RDC au Bangala. Ils sont là. Il peut prendre même le comment il s'appelle encore, le gouverneur de l'Ituri, le général Luboya. Il peut coordonner très bien la guerre à la partie est de la RDC et puis doter à notre armée les moyens conséquents et on va remporter cette guerre. Merci beaucoup, Steve Kabasele. C'est la télé. Vous êtes cadre de son parti. Plateau Pezozela. Et tu as peine pour ça, les moments venus, l'honorable Ntingi Pouloulou a pour répondre à la invitation Nyonso, et je pense que le parti existe et existera toujours. D'ailleurs, il y a certains membres à parti, il vice-président, il y a Ligue des jeunes, ou Azali Kocha éclairage public, naba grande artère, il y a Koumini, il y a Bumbu, pour la Kotali, ça a été le parti Ligue des serviteurs, c'est un parti où ils allaient pour la servir. Et non, c'est servir, conformément na verset moro biblique, Matthieu 28, quelque chose comme ça, Jésus a je suis venu pour servir et non se servir. C'est ça le parti Ligue des serviteurs. Merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis, mais avant de boucler la boucle, je m'en vais souhaiter le meilleur vœu à Julien Beke, on l'appelle communément Monsieur le banquier, Bekeson. Meilleur vœu à Olivier Chama, Bayon Sobakati Sarana Beach. Pour nous retaler sana braza, ce que mon Olivier Chama c'est qu'au Katisati. Chama Olivier, meilleur vœu à toi. Je veux souhaiter mes vœux le meilleur à une dame. Elle est militaire, elle est aux forces armées de la République démocratique du Congo. Elle c'est Clarisse Lofemba. Soda ya Mwasi, ya Mampinga ya Mwasi. Oh, ya Franchissa ba échelon, son meilleur vœu à toi. Il y a mon frère et ami Paquito, nous l'appelons mon premier meilleur vœu à toi, et de loin, na musika na 8000 kilomètres, je présente mes vœux le meilleur à la princesse Liliana Moussongela. Meilleur vœu à toi, que cette année qui commence soit plus meilleure que les précédentes. Donc, vous tous qui nous avez suivis, merci et on se retrouve prochainement avec un autre invité. Au revoir.